Bonjour. Maintenant que nous avons construit notre ETL, nous allons voir comment on peut l'exposer en fait via une API, via et un accès via HTTP ou HTTPS. Du coup, nous allons voir simplement comment l'exposer via une API dans cette partie. Mais pour l'exposer via une API, nous avons différentes options. Entre autres, on a Fast API et on a aussi Flask. Mais laquelle utiliser entre les deux et comment faire le choix? Pourquoi préférer l'un par rapport à l'autre? Quels sont les différents critères? J'ai essayé de mettre ici quelques différences qu'il y a entre les deux. Et parmi ces différents critères, ce qu'on va le plus retenir, bon, vous pouvez lire un peu, genre, le côté performance Fast API, il est mieux. Côté asynchrone aussi, il est mieux. Validation automatique, le typage Python aussi est intégré directement. La documentation aussi, c'est facile à faire avec Fast API. Voilà. Euh, et côté scalabilité, en fait, Fast API, il est mieux. Donc, pour tout ce qui est robustesse et scalabilité, rapidité, asynchrone, typage, doc, tout ça, Fast API est mieux. Mais pour ce qui est de la facilité d'apprentissage, simplicité des trucs, Flask est mieux. Mais nous voulons livrer un ETL. Du coup, c'est des projets modernes en fait. Nous voulons livrer un ETL en utilisant, nous allons bien sûr utiliser par la suite une intégration avec un cloud pour le faire. Du coup, on peut utiliser des microservices si on le veut ou des ECS si on le veut. Ce serait à nous de choisir. Mais puisque nous voulons livrer un ETL, et nous allons préférer en fait l'API qui est la plus robuste et scalable en fait. Et dans ce sens, et qui a bien sûr l'étude asynchrone et rapide également. Et dans ce sens, en fait, c'est Fast API qui est adapté pour la livraison de notre API en fait. Donc, par rapport à cela, nous allons donc livrer notre API via Fast API. Donc, nous allons créer un nouveau fichier. Voilà. Ensuite, j'irai récupérer un template d'une de mes API que j'ai déjà fait, que je vais mettre à jour. Alors, et je vais vous l'expliquer. Alors, ici, on importe ce dont on a besoin. Ici, jusque-là, vous savez ce qui se passe jusque-là. C'est pour l'importation. Jusqu'ici aussi, ceci aussi, vous savez déjà. Ceci, si c'est le test, ça, vous savez aussi. Ensuite, à partir d'ici, commence la partie additionnelle. Donc, on importe notre librairie Fast API. DataTime, on importe la librairie dépend également. Nous allons créer une instance Fast API ici. Ensuite, nous allons initialiser un client BigQuery ici. Ici, nous initialisons notre client BigQuery. Ici, on précise ici le nom de notre dataset. Du coup, j'irai récupérer le nom de notre dataset. C'était ici.
Lorsqu'on voulait le déposer avec Bima, quel nom on lui avait donné? C'était quoi le nom de notre dataset? C'était ceci, le nom du dataset. Du coup, on avait l'aide du projet, le nom du dataset et puis le nom de la table. Donc, ici, on met ici le nom du dataset, c'est là. Voilà, le nom du dataset. Ensuite, je vais récupérer également le nom de la table parce que j'en aurai besoin. Voilà. OK. Du coup, ici, j'ai le nom du dataset, ici le nom de la table. Ensuite, ici, ici, je prépare une procédure ici pour me vérifier, pour me compiler en fait le nom de ma table après et me vérifier que ça répond bien euh, à, à ces différents caractères qu'il doit prendre. Ensuite, Ensuite, ici, je prépare une fonction toujours qui va initialiser une instance, une nouvelle instance BigQuery, parce que j'en aurai besoin dans mon injection derrière, dans ma fonction derrière. Cette fonction que j'ai préparée ici, je l'explique ici ou bien je vais attendre à son niveau avant de l'expliquer. Bon, ok, bon, je vais l'expliquer ici. Cette fonction, bon, qu'est-ce que ça fait en fait? Ça vérifie en fait. Et la date qu'on a en entrée. Bon, là, on ne sait pas encore c'est quoi ce que je dis comme date en entrée. Du coup, laissons cette fonction d'abord et puis allons plus bas. Nous allons revenir à ça après. C'est bien ce que je disais. Il faudrait que j'explique pas d'abord avant d'expliquer cette partie. Ok. Alors, ici, je commence par un apt get btc. C'est pour définir en fait la route sur laquelle sera exposée l'API qui est la BTC. Et juste après ça, je lance et ma fonction directement en asynchrone. Et qu'est-ce qu'il prend comme paramètre? Je lui mets le nom de la table. Le nom de la table. Ensuite, et la date de début, la date de fin. Et puis, j'initialise aussi le client BigQuery en précisant bien sûr ici le dépend on signifie quoi? Signifie qu'il doit et lancer cette partie en fait, le depend on. Du coup, il doit vérifier et cette fonction à l'intérieur s'est bien exécutée avant d'exécuter vraiment le contenu de cette fonction-ci. Et cette fonction-ci qui est définie ici, dans le depend on, c'est elle qui est ici, qui est le return là. Voilà, du coup, il doit l'exécuter chaque fois d'abord avant de venir exécuter cette partie-ci. Voilà. Maintenant, et dans le tiers précédent, dans le template de mon ETL que j'ai pris, j'avais défini la table ici. Mais ici, par exemple, dans ce projet en particulier, on connaît déjà le nom de nos tables et on ne souhaite pas donner en fait, comment dirais-je, la main à l'utilisateur de spécifier en fait sur quelle table est-ce qu'elle veut travailler en fait. Donc, ce qu'on va faire, on va désactiver cette partie-ci. Du coup, elle ne sera plus un paramètre. On la désactive. Euh, Ensuite, là ici, j'ai mis une table ici. Vous savez quoi? Je vais la désactiver là. Du coup, je l'enlève de là carrément. Voilà. Et arrivé ici, je vais la redéfinir. Même si, bon, je la mets là juste pour garder une trace en fait. Et ma table, en fait, c'est en fait mon table name qui est ici, en fait, ceci. Donc, je peux même, je vais copier ceci, le nom de ma table. Ensuite, c'est ceci, je le mets en commentaire. Je n'en ai plus besoin là. Je vais le définir directement à l'intérieur. Donc, je peux dire que table égale à ça.
Et si je vérifie bien si ma table correspond avec la routine tableur request, je vérifie si ça marche bien. Sinon, j'envoie une erreur. Mais en vrai, j'ai pas besoin d'exécuter cette partie parce que dans ce process, je ne donne pas la main à l'utilisateur de me définir le nom de la table, donc je peux m'en passer en fait. Donc je peux le mettre en commentaire pour m'en passer. Ok, donc j'ai le nom de ma table là. Ensuite, ici je passe en fait la date de début et la date de fin. La date de début n'est rien d'autre que la date de début que l'utilisateur m'a passé en, en paramètre ici. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand l'utilisateur va me passer sa date ici, je vois bien que je ne prends pas la date telle qu'elle, que j'exécute une fonction sur la date pour récupérer ce que me sort cette fonction-là. Eh bien, que fait cette fonction-là? La voilà ici. Donc, cette fonction, en fait, tente de passer ma date en ISO. Et s'il y a une échec qui m'envoie une non-exception et une erreur cassant, en fait. Et puis, si rien n'est spécifié, en fait, aucun fuseau n'est spécifié, il prend UTC. Donc, c'est juste ce que me fait cette fonction. En gros, il me vérifie simplement si ma date si j'ai ma date qui est au bon format. Sinon, si c'est pas une date et que le format n'est pas bon, c'est bon, il ne le prend pas, quoi. Il m'envoie une erreur. Mais si tout est OK, alors il m'envoie une date euh, avec la time zone UTC. Ce que je fais là. Donc, une fois que j'applique ce parsing sur mes dates en entrée, ça va me servir en bas parce que après je vais vérifier après s'il n'y a pas du code malveillant qu'on envoie dans la requête après. Mais bon, ça on y vient tout à l'heure. Donc, maintenant que nous avons notre table, nous allons construire son nom complet. Si vous vous rappelez, quand on était dans le script de transform pour exporter nos données, on l'a exporté dans Project ID, nom du dataset et nom de la table. Eh bien, on fera la même chose aussi ici pour aller récupérer ce chemin-là. Du coup, client.project va récupérer l'ID du projet en cours. Ici, on a le nom du dataset qu'on a défini plus haut. Et ici, on a le nom de la table qu'on a défini là. Du coup, ici, on récupère ce chemin-là comme est dans l'objet qualifié data. Ensuite, nous irons récupérer le contenu qu'on veut récupérer. Puisque l'utilisateur va nous envoyer une date d'entrée et date de fin, du coup, nous allons juste sélectionner en filtrant sur le time compris entre date start et date end. Du coup, on ira récupérer les données contenues entre ces deux dates-là. Voilà. Donc, c'est ce que va faire notre requête SQL. Maintenant, nous ne pouvons pas nous arrêter ici pour exécuter la requête, pour envoyer cette requête SQL dans notre BigQuery pour être exécutée. Parce que quand on envoie des requêtes SQL comme ça, en prenant directement les paramètres fournis par l'utilisateur, il peut arriver que l'utilisateur nous envoie du code malveillant. Supposons par exemple que l'utilisateur nous envoie ce genre de code par exemple. Supposons que l'utilisateur nous envoie ce genre de code par exemple. Je vais aussi définir le end aussi. Supposons qu'il mentionne que end égale à ça. Lorsque l'utilisateur va nous envoyer ce genre de code, en fait, notre requête en fait va nous générer quoi? Elle va nous générer ceci. Notre requête SQL va nous générer select étoile from table where time between ceci or ça and ça. Et en faisant comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que la condition OR est toujours valide, alors
Notre requête SQL ira en fait nous récupérer simplement tout le contenu de notre table. Alors que peut-être que nous avons peut-être dans notre stratégie défini une limite à ne pas dépasser, je ne sais pas trop, des trucs du genre. Donc, en vrai, on ne voulait pas autoriser ce genre de requête en fait à notre utilisateur. Mais comme on n'a rien mis comme protection contre les injections, l'utilisateur peut nous envoyer une injection du genre pour récupérer toutes nos datas. Pire, il peut encore envoyer des requêtes beaucoup plus malicieuses en fait, et peut-être il peut nous envoyer des requêtes du genre également pour, genre, s'il arrive à connaître un des noms de nos tables, il peut nous envoyer une requête malicieuse et destructrice, assez destructive quand même, pour supprimer une nom de nos tables. Et là, vous voyez que là, ça devient vraiment dangereux. Et ça, si ça se produit, c'est la faute au data engineer qui a mis à disposition l'API parce que ce dernier n'a pas mis les règles de sécurité pour éviter ce genre d'attaque. Donc, c'est pour cela que, bien que nous avons nos paramètres qui entrent, nous avons notre table, nous avons notre requête SQL qui peut aller nous récupérer nos données, nous n'allons pas nous arrêter à cette requête SQL et l'envoyer comme ça directement en exécution sur notre BigQuery. Nous allons donc sécuriser notre API contre les injections. OK. Du coup, je mets ceci en commentaire. C'était juste pour expliquer ce qu'on va faire par la suite. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que lorsque l'utilisateur va nous envoyer une date, ce qui est censé être une date, on va vérifier vraiment que c'est vraiment une date qui nous a envoyé. Pour cela, nous avons défini une fonction pour le vérifier et le convertir carrément en objet datetime. Comme ça, on s'assure que c'est vraiment une date qui nous a envoyé. Ça fera que quand l'utilisateur va nous envoyer cette requête, par exemple, cette fonction d'ici, qui est ici, va l'intercepter et va nous envoyer un message d'erreur que, attention, c'est pas bon. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Je l'ai définie plus haut ici. Elle récupère la date en entrée, bien sûr. Du coup, elle récupère la date, elle le convertit au format datetime, puis elle le met dans la time zone UTC. Donc, dès qu'elle le convertit au format datetime, dès le moment où le contenu n'est pas une date valide déjà, et Python va détecter une erreur déjà et va nous relever une erreur cassant. Il nous dira avec un message disant que notre date n'est pas au format année, mois, date, t, heure, mois, seconde. Heure, minute, seconde, pardon. Donc, cette fonction qu'on a définie nous-mêmes ici, par exemple, va nous permettre d'éviter ce genre d'injection qu'on va nous envoyer. Donc, quand on nous envoie cette injection ou celle-là, elle sera interceptée par cette fonction-là qu'on a, qu'on a mise en place ici. Donc, on applique cette fonction sur start, on l'applique également sur end aussi parce que l'injection peut être envoyée sur n'importe lequel de nos paramètres, que ce soit start ou bien end. Mais ce n'est pas fini. Ici maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On décide ici de vérifier en plus de ça, en fait, la validité de notre objet datetime que nous génère notre fonction là. On décide ici de vérifier que cet objet-là est bien valide avec le format timestamp de BigQuery. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a? On a l'utilisateur qui va nous envoyer une date du genre en string. Notre fonction parse va le convertir en objet datetime avec la time zone UTC et va nous fournir un objet datetime qui est valide. Si le string contient du code malveillant, le parse va le rejeter directement, du coup ne pourra pas fournir d'objet datetime valide et donc on aura un message d'erreur et la requête n'ira pas, l'exécution n'ira pas plus loin. Maintenant, si la datetime est valide,
alors cette partie sera validée. Mais en plus de ça, on vérifie maintenant que ce format datetime là hmm, est bien compatible avec le format timestamp de BigQuery. Du coup, ça fera qu'on va convertir, en fait, ça nous permet de convertir notre objet datetime au format en fait BigQuery valide pour l'envoyer ici. Donc, du coup, c'est cette étape-là que fait cette partie-là, tout en s'assurant pour éviter ces injections SQL. D'où la partie protection contre les injections SQL dans les paramètres est très, 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 très importante. C'est-à-dire qu'elle est indispensable. Il faut vraiment s'assurer que l'utilisateur ne puisse pas vous envoyer du n'importe quoi. Bon, ici, c'est juste des explications complémentaires. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait après? Maintenant qu'on a défini notre job config qui est ici, ce qu'on a défini ici, notre job config qui, qui prend en compte cet objet qu'on a parsé ici. Maintenant qu'elle est définie, en fait, on va maintenant exécuter notre job pour récupérer la donnée qu'on veut livrer à l'utilisateur. Donc, on l'exécute en faisant un client query et on envoie notre requête SQL. Mais tout en envoyant notre requête SQL, on met ici notre job config ici qui contient les paramètres en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans la requête SQL ici, si vous vous rappelez, on a mis ici SQL, on a mis arrobas stat, arrobas end ici. Eh bien, c'est ces arrobas qui sont définis ici. Voilà. Donc, on a, en fait, le stat qui est ici, c'est le paramètre en entrée de la fonction. Ici, qui est là. Du coup, c'est ce star, vous savez quoi, je vais peut-être changer légèrement son nom. Voilà, stat query ici. Je mets Q pour du query. And Q ici pour du query. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus lisible. Donc, le stat qui est ici, c'est les paramètres que l'utilisateur a entrés. Voilà. Et puis, on le convertit en objet. On vérifie bien sûr qu'elle est valide pour fournir un objet datetime Python valide. Ensuite, on le convertit en objet timestamp et on le nomme statQ. Voilà. Donc, une fois qu'on l'a nommé statQ, du coup, ça veut dire que lorsque je mets mon SQL ici et je mets mon job config ici, il va récupérer les paramètres qui sont dans mon job config ici, tout en vérifiant la validité de chacun de ces paramètres-là. Donc, ça fera qu'en vrai, dans notre SQL, on ne devrait pas avoir stat et puis end, mais on devrait avoir stat Q et puis end Q. Donc, je vais modifier un peu ça. Stat underscore Q pour dire du query and stat and Q. Voilà. Donc, c'est ça qu'on lui entre ici et on récupère le résultat. Et au cas où notre job config va détecter qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas bon, directement, une erreur sera relevée ici et on aura donc un message d'erreur cassant qui va s'afficher pour dire qu'il y a une erreur. Donc, en faisant comme ça, on arrive à récupérer nos données et puis on l'exporte ici en liste. En dictionnaire, il faut une des dictionnaires comme en liste pour exporter. Du coup, en faisant comme ça, on s'assure de la sécurité en fait de notre API ou du moins contre les injections. Il y a aussi d'autres niveaux de sécurité qu'on verra, mais ce n'est pas à ce niveau-là qu'on va les mettre en pratique. On va les mettre en pratique au niveau OS ou avec d'autres outils. Donc voilà ce que fait notre script de Fast API. Alors, bon, le reste, on verra ça dans la vidéo suivante.